Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 104 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver fin janvier, il était temps. Je vous avais dit que je vous retrouverais après les fêtes et finalement le temps a passé un petit peu trop vite. Donc écoutez, c'est le premier épisode de l'année 2025. Donc avec un petit peu beaucoup de retard, je vous souhaite une belle année. J'espère qu'elle sera remplie d'épanouissement, de projets qui vous animent, de succès, bref, tout ce que vous souhaitez. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Donc, on va commencer cette nouvelle année avec l'épisode numéro 104, le temps passe vite. Et on va parler d'un sujet qui touche de plus en plus de thérapeutes, j'ai l'impression. Il s'agit du burn-out, de la fatigue, de l'épuisement professionnel, etc. On va en parler de ce sujet un petit peu tabou. Vous le savez, j'aime bien justement euh, porter ce sujet au plus grand nombre parce que je trouve qu'il y a beaucoup de non-dit et de culpabilité qui peut se cacher derrière des psychologues, des praticiens, des thérapeutes qui adorent leur métier et qui pour autant se sentent épuisés par leur façon d'exercer. Donc on va voir tout ça ensemble et c'est parti, on va commencer directement cet épisode. Aujourd'hui, vous avez peut-être choisi justement ce métier par passion. En général, c'est jamais par défaut qu'on choisit un métier dans l'accompagnement. Donc, il y a vraiment cette envie d'aider, d'accompagner, de guérir, de soulager. Sauf que bah il y a peut-être aussi beaucoup de choses qui se sont accumulées depuis des années et aujourd'hui il y a peut-être beaucoup de fatigue, de stress, une sensation peut-être même d'être enfermé dans un modèle qui ne laisse plus aucune liberté ou en tout cas pas celle qu'on croyait quand on s'était installé en libéral justement. Donc dans cet épisode, on va parler justement de ce problème dont on parle assez peu, et il faut qu'on change ça, l'épuisement des thérapeutes. Ce modèle de toujours plus de consultations qui nous use, et pourtant, beaucoup pensent qu'il n'y a pas d'autre choix. On est thérapeute, du coup on fait quoi? On reçoit des patients, on fait des consultations, point barre. Alors est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'il existe une autre façon d'exercer sans sacrifier sa santé mentale? On va voir ça ensemble, mais si vous me suivez un petit peu depuis un moment, vous savez que oui, bien entendu et bien heureusement. D'ailleurs, avant que l'on entre dans le vif du sujet, sachez que j'organise une masterclass Comment exercer son métier de thérapeute sans faire de consultation. Elle sera totalement gratuite, elle aura lieu le mercredi 12 février 2025 à midi. Oui, il y aura un replay, j'anticipe déjà les questions. Et donc on va parler un petit peu de ce sujet-là, comment réinventer quelque part sa pratique pour préserver son temps, son énergie sans non plus dire adieu à son chiffre d'affaires et son confort de vie, tout simplement. Donc, première chose que je voulais aborder avec vous, c'est le piège du modèle des consultations classiques. Il y a d'un côté ce qu'on s'imagine et de l'autre, eh ben, la réalité. Le rêve vs la réalité. En fait, quand on se lance justement en libéral, quand on ouvre son cabinet, quand on se met à son compte, on imagine une activité épanouissante avec des patients reconnaissants, de la flexibilité, un agenda comme on souhaite l'organiser. Bref, on s'imagine que ce sera génial parce qu'on n'aura pas de patron, donc on pourra choisir les horaires qu'on veut, qu'on pourra partir en vacances quand on veut, pas besoin de demander la permission, choisir les formations qu'on a envie de faire aussi, mais aussi les outils avec lesquels on a envie de travailler, d'accompagner, sans avoir besoin de rendre de compte. Le problème, c'est que rapidement, on réalise que dans le meilleur des cas, on court après le temps, notre agenda il est surchargé et qu'en fait la charge émotionnelle elle est énorme. Malgré les séances de thérapie perso, malgré les séances de supervision, d'intervision et de tout ce qu'on veut qui est nécessaire à côté quand on exerce en tant que thérapeute. J'ai malheureusement pas trouvé les chiffres en termes de consultation. Alors en termes de consultation, je les ai trouvés, mais pas en termes de burn-out. Si vous voulez une idée,
Le nombre de consultations hebdomadaires effectuées par un thérapeute, bah forcément, ça va varier déjà en fonction de plusieurs facteurs, hein, tels que bah, sa spécialité, le mode d'exercice, est-ce qu'il est en libéral, en salarié, la localisation géographique, la demande des patients, combien de jours il a envie de bosser aussi, combien de jours il loue son cabinet, tout simplement. Et selon une étude de la Fondation Fondamentale en 2022, en général, le volume de consultations annuelles pour les psychologues était de 593, soit environ 11 à 12 consultations par semaine. Alors on pourrait se dire, oh ça va, c'est cool, 11 à 12 consultations par semaine. Oui, mais encore une fois, ça dépend de plein de choses. Quand je reviens dans la situation où j'avais mon cabinet que 2 jours. Ça voulait dire que si j'avais 11 à 12 consultations par semaine, il fallait bah, du coup minimum 6 consultations par jour sur les 2 jours où j'étais là. Ce qui pouvait être faisable, néanmoins, déjà à partir de 4-5, moi j'étais complètement vidée. Et puis ça, c'est sans prendre en compte aussi bah, les congés. Parce que si on met les congés dans ce calcul-là, bah, forcément le volume, il va un petit peu augmenter. Hein, quand même, ce ne sera pas 11-12 par semaine, ce sera peut-être, je ne sais pas, 15-16 par semaine. Et là, c'est autre chose. Donc, je vous l'ai dit, ça peut varier énormément en fonction des endroits, en fonction de la géographie, de la géolocalisation. Typiquement, en Auvergne-Rhône-Alpes, du coup, on était plutôt à 23 consultations hebdo, alors que dans le Grand Est, eh ben, on était plutôt à 28 consultations hebdomadaires par semaine. Donc, c'est une moyenne pour que vous puissiez voir un petit peu, avoir un point de référence. Mais ça, encore une fois, c'est très propre à chacun et ça dépend de beaucoup de facteurs. Là où c'est hyper intéressant, c'est de regarder les chiffres en termes d'épuisement professionnel, en termes de burn-out chez les professions libérales du soin. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de chiffres aujourd'hui, en tout cas, j'en ai pas trouvé à l'heure où j'enregistre cet épisode, sur le burn-out du côté des thérapeutes, des praticiens, des psychologues. On est plutôt tourné vers les professions soignantes comme les médecins, les infirmières et les infirmiers. Mais je vais vous partager quand même ces chiffres parce qu'on reste dans le domaine de l'accompagnement, donc je pense que il peut y avoir des similitudes. Donc c'est important d'avoir ces chiffres en tête. Donc là, c'est le cabinet Stimulus en 2019 qui a révélé que 53,5% des soignants libéraux présentaient des signes de burn-out, avec 15,9% d'entre eux qui atteignaient un niveau assez sévère. Donc je le rappelle, cette étude n'englobe malheureusement pas les professions libérales de santé dans la psychologie, la thérapie, etc. Néanmoins, c'est important d'avoir ces chiffres-là parce que dès qu'on touche à l'humain, dès qu'on touche à l'accompagnement, il ne faut pas oublier que on reste notre propre outil de travail. Et ça, c'est hyper important parce que on pourrait se dire qu'un thérapeute, bah, ça va, il est tranquille, il est assis toute sa journée sur sa chaise là. Sauf qu'en réalité, la fatigue, bien sûr, elle ne sera pas physique. La fatigue, elle sera invisible. On va parler de fatigue psychique et on va même parler de fatigue compassionnelle. On y reviendra. Donc voilà, ça pose un petit peu le cadre du modèle des consultations classiques. Bien entendu, ce n'est pas le cas de tout le monde, fort heureusement, mais je pense que ça devient de plus en plus oppressant pour la majorité parce que bah, il y a aussi de plus en plus de demandes. Donc bah, forcément, les thérapeutes qui sont présents en libéral sont de plus en plus assaillis. Et ça encore, je vous disais au début, dans le meilleur des cas, parce que dans le pire des cas, eh ben, on n'a pas assez de patients. On a un agenda, un grouillère, vous savez, on va venir au cabinet à 8 heures pour se rendre compte qu'on nous a posé un lapin, alors que notre prochain rendez-vous, il est à 11 heures, et puis on va terminer à 20 heures avec un trou, je sais pas, de 4 heures dans la journée. Bref, c'est l'enfer, et ça aussi, ben, mine de rien, c'est extrêmement pesant. Donc dans le meilleur des cas, on a un agenda surbooké, donc pas de problème pour avoir des patients et pour faire du chiffre d'affaires. Dans le pire des cas, ben, on n'en a pas assez et du coup on peine ben, à vivre avec ben, justement ses rentrées d'argent, à payer son loyer du cabinet, ses charges et puis juste pouvoir vivre décemment et confortablement pour soi, hein, tout simplement. Faisons un petit tour des signaux d'alerte quand on est justement proche du burn-out ou en tout cas qu'on sent que fou, ça va être compliqué et que là, potentiellement, si je vous pose la question, est-ce que tu te vois toujours dans cette situation dans, allez, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans?
Bah, peut-être que là, le premier truc qui te vient en tête, c'est oh punaise, mais pas du tout. Faut vraiment que je trouve un autre moyen d'exercer, que je fasse autre chose, parce qu'en fait, je sais que je vais pas tenir comme ça sur le long terme. Et c'est tout à fait OK. C'est exactement la réflexion par laquelle je suis passée, moi, de mon côté. Et il y a des signes, justement, qui ne trompent pas. On va en parler. On a déjà, ce qui est évident, la fatigue chronique, bien entendu, dans l'épuisement, le burn-out. La fatigue, c'est la base. Il y a aussi la perte de motivation. Et ça peut être un peu insidieux parce que je vous ai déjà raconté à quel point le matin, quand je me levais, la première pensée que j'avais en allant devant aller au cabinet, c'était bah, j'ai pas envie. Oh là là, j'ai pas du tout envie d'y aller, quoi. Et une fois que j'y étais, bon, bah ça allait parce que bah, j'appréciais quand même mes patients. J'aimais bien mon métier, mais du coup, y aller, c'était compliqué. Et je pense que déjà, à partir du moment où on n'a pas envie d'y aller, c'est un petit signe avant-coureur. C'est pas forcément à prendre à la légère, c'est pas juste passager, c'est pas juste qu'on a besoin de vacances, c'est peut-être que là, vraiment, il y a un truc qui va pas. De toute façon, notre corps, il est là pour nous envoyer des signaux, hein. Mais il y a un autre truc qui est hyper parlant, je trouve, c'est le manque de patience. Le manque de patience, l'irritabilité avec les patients notamment. Alors peut-être que d'apparence, ça ne va pas se ressentir, mais vous intérieurement, vous êtes en train de bouillonner. Moi, je sais que je n'en pouvais plus des patients qui venaient me voir en espérant que les choses changent par miracle, par cette fameuse baguette magique, parce que j'avais beau proposer des exercices, des choses à faire entre les séances, chaque semaine, toutes les 2 semaines, les patients revenaient et ils n'avaient rien fait. Et du coup, on repartait dans la même histoire, dans les mêmes problématiques chaque séance. Et du coup, c'était... fou, il n'y avait plus de patience en fait pour ça. Et c'est terrible à dire parce que ça fait partie de notre métier d'accueillir en fait. Et on sait que le changement prend du temps. Néanmoins, quand on se sent un petit peu agacé, irrité par tout ça, c'est peut-être un signe justement qu'il y a un truc là qui va pas, qui nous convient pas, qu'il faudrait aller creuser aussi de son côté en thérapie et en supervision. Et puis, il y a aussi l'envie de tout laisser tomber, de tout arrêter parce qu'en fait, euh, on en a marre de tout ça. C'est trop à porter, le poids des responsabilités. Et en même temps, l'impossibilité d'arrêter de faire quoi que ce soit parce que bah, justement, on se sent un peu piégé. Comme si on s'était construit soi-même une prison dorée, surtout quand on est à son compte, en libéral. Notre cabinet, il marche bien, on n'a pas de soucis pour trouver des patients, on a un bon chiffre d'affaires pour vivre confortablement, pardon, prendre des vacances, se former, etc., etc. Bref, d'apparence, tout roule. Vous savez, c'est le fameux j'ai tout pour être heureuse, mais il y a un truc qui va pas. Je le suis pas et en plus je culpabilise de ça. Alors que d'autres collègues sont en galère pas possible, sont obligés presque de prendre des jobs alimentaires pour survivre, en fait. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est ok aussi, hein. Vous avez le droit d'avoir une activité qui marche super bien, de pas avoir de soucis, en tout cas d'extérieur, mais de ne plus avoir envie de continuer dans ce rythme-là, dans ce modèle-là. Je vous ai déjà raconté à plusieurs reprises à quel point, moi de mon côté, en fait, mon activité professionnelle, elle me pesait à tel point que ça venait empiéter sur ma vie personnelle. Bah, typiquement, je rentrais le soir après une journée au cabinet, j'avais pas envie que mon conjoint me raconte sa journée, sachant qu'il y passait parfois 1 heure. Bon, je rigole, mais voilà. Vous voyez un peu l'idée, c'est le truc de... On n'a même pas envie qu'on nous pose la question, «Ah, ça va ta journée?» La réponse est «Ouais, ouais». T'as juste envie d'aller te coucher, d'aller te doucher, d'aller te poser devant une série, de déconnecter ton cerveau et qu'on te foute la paix. C'était vraiment ça dans mon cas. Peut-être que ça va vous parler, peut-être que vous allez vous reconnaître un petit peu dans ces propos-là. Mais il y avait aussi la flemme, l'absence d'envie de sortir, de voir des amis parce que ça demande de l'énergie. Et en fait, l'énergie, on n'en a plus parce que on a tout donné en séance. On a tout donné dans notre activité professionnelle et puis pour soi, il n'y a plus rien. Ce qui fait qu'on n'a même plus envie de faire des choses qui ne demandent pas forcément beaucoup d'énergie, comme parfois juste regarder une série, lire un livre. Même ça, on n'a plus l'envie. Et ça peut être inquiétant parce que du coup, ce qui nous faisait plaisir avant, ça commence un petit peu à disparaître.
Donc c'est vraiment des signes importants à prendre en compte. Je sais que vous le savez, je le sais aussi. Pourtant, quand on est en plein dedans, on se dit toujours, oh mais c'est passager, ça va aller. Je suis juste dans un mauvais jour. J'ai juste besoin de vacances, etc., etc. Demandez-vous juste depuis combien de temps ça dure. Parce que l'idée, c'est que vous puissiez voir les choses en face aussi et commencer à réfléchir ou juste à accepter qu'en fait, cette manière de faire aujourd'hui, elle ne vous correspond plus par rapport à ce que vous avez envie de faire pour la suite. Et ça peut très bien convenir pendant 10 ans, et puis du jour au lendemain, on n'a plus du tout envie de ça. Et c'est ok aussi, vous avez le droit de changer. Et pourquoi ce modèle, en fait, là, des consultations, c'est une impasse, au final, parce que il y a ce fameux plafond de verre financier. On est vraiment en train d'échanger notre temps contre de l'argent, et la majorité des gens dans la société font ça aujourd'hui. Les salariés donnent de leur temps en échange d'un salaire fixe. Le problème, c'est que quand on est en libéral, si on veut gagner plus, ça veut dire travailler plus, donc prendre encore plus de patients, alors que déjà on est épuisé avec les patients qu'on a actuellement. Et encore plus si vous êtes de nature introverti, hypersensible, etc., etc., on est vite limité. Mine de rien, la jauge sociale, compliquée, même si les gens sont passionnants, même si vous adorez vos patients, il y a un moment, c'est plus possible. Du coup, ce plafond de verre financier, il peut être un peu frustrant aussi, parce que ça nous empêche d'augmenter notre niveau de vie, en termes de confort, en termes de finances, justement. Et à côté de ça, il y a aussi la charge émotionnelle. Forcément, on est thérapeute, hein, on porte la problématique des autres sur nos épaules, et puis à force, ça pèse lourd, mine de rien. Même si on sait mettre de la distance, même si on sait faire la part des choses, se préserver, se protéger, etc. Et parfois, trop, c'est trop. Et il y a un terme pour ça, c'est la fatigue compassionnelle. Je pense que j'en ferai un épisode de podcast à part parce que c'est hyper intéressant. Peut-être que la majorité des thérapeutes ne se retrouvent pas forcément dans le terme burn-out, mais beaucoup vont se retrouver dans le terme fatigue compassionnelle. C'est un phénomène qui va particulièrement toucher les psychologues et les professionnels de l'accompagnement, de l'aide. Ça se caractérise vraiment par une usure émotionnelle, une diminution de l'empathie en raison d'une exposition prolongée à la souffrance des autres. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les signes, l'irritabilité, le manque de patience envers nos patients, bref, le manque d'empathie, on est typiquement là-dedans. C'est vraiment une forme de burn-out qui survient quand vraiment le psy, ou le thérapeute, hein, il est émotionnellement épuisé par l'écoute répétée des détresses psychologiques. Parce que, on va pas se mentir, on est dans la relation d'aide. Les gens qui viennent nous voir, en général, ils vont pas bien, hein. C'est pas des histoires légères et joyeuses qu'on entend à longueur de journée. Bien au contraire. Et en fait, ça se distingue vraiment du burn-out parce que le burn-out, on est vraiment dans une surcharge, entre guillemets, de travail, alors que dans la fatigue compassionnelle, on est dans une charge émotionnelle trop importante à ce moment-là, plus qu'à une quantité de travail trop importante. Vous voyez un petit peu la différence? C'est pour ça que peut-être que la majorité des thérapeutes ne se retrouvent pas dans le burn-out, mais ils sont plus dans la fatigue compassionnelle, mais ils n'en ont pas conscience. Ne connaissent peut-être même pas ce terme, et c'est important d'en parler et de lever le voile un petit peu là-dessus. Donc typiquement, les symptômes de la fatigue compassionnelle, ça va être l'épuisement émotionnel, c'est la sensation d'être vidé après les séances. C'était typiquement mon cas. J'étais complètement out après une séance, c'est pour ça que je rentrais chez moi, fallait pas qu'on me parle, quoi, j'ai plus. Là, ma batterie, elle est complètement à plat, vide, fini, il n'y avait plus rien. Deuxième signe, c'est une baisse d'empathie. C'est une difficulté à se sentir concerné par la souffrance des patients. Et ça peut être en plus avoir le côté culpabilisant parce que on est là pour les aider. On sait que euh, d'habitude, on est touché, on a de l'empathie. Et puis là, des fois, on peut se retrouver devant un patient et puis on peut se dire, pff, il me saoule avec ces histoires. Typiquement, on peut se dire ce genre de choses. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont le dire, hein, parce que ça se dit pas, ce genre de choses, mais écoutez, on est entre nous. Donc si vous le pensez, c'est ok aussi,
Vous êtes peut-être dans la fatigue compassionnelle, c'est pas que vous en avez rien à faire, c'est juste qu'en fait, il y a une baisse d'empathie qui n'est pas due à votre personnalité, hein. Vous n'êtes pas en train de virer psychopathe, hein, rassurez-vous. C'est juste que, bah, en fait, épuisement émotionnel, épuisement professionnel, tout simplement. Et du coup, bah, à cela s'ajoute le côté un peu cynisme et détachement. On va prendre de la distance, hein, justement pour se protéger, mais du coup, le risque, c'est d'être moins impliqué aussi dans le travail thérapeutique, mine de rien. Il y a le côté, bien sûr, irritabilité, hypersensibilité. On va avoir des réactions émotionnelles qui sont peut-être un petit peu trop excessives face à certaines situations. Et puis, bah, ça va forcément toucher aussi le sommeil, hein. Troubles du sommeil, anxiété. On va ruminer la nuit sur le cas de nos patients. On va aller chercher des infos dans des nouveaux bouquins. On va sillonner les rayons de Cultura, de la Fnac pour trouver des solutions pour aider nos patients, mine de rien, parce qu'on ne les laisse pas tomber. Hein. Ça, c'est important quand même de le souligner. Donc voilà un petit peu tous les signes de la fatigue compassionnelle et je serais curieuse d'avoir un petit peu vos avis en commentaire si vous vous reconnaissez là-dedans? Si vous avez déjà vécu ça, comment est-ce que vous en êtes sorti? Si c'est ce que vous vivez en ce moment, est-ce que ça peut mettre des mots un petit peu sur vos émotions, sur vos pensées actuelles? N'hésitez pas à venir m'en parler, même en privé. Je serais ravie un peu d'échanger avec vous. Et puis, bah, ce modèle des consultations, on échange son temps contre de l'argent, c'est une impasse aussi parce que, ben, typiquement, il y a un manque de liberté. C'est-à-dire que pas de patient, pas d'argent, donc c'est compliqué de programmer des vacances, c'est compliqué de s'autoriser à partir en formation pendant une semaine. Si on est malade, bah, on gagne rien, on n'a pas forcément non plus de complément pour le congé maternité, pour la retraite, etc. Tout ça, c'est une énorme charge, une énorme responsabilité, et on n'a pas forcément du soutien de l'État derrière. Dans le statut d'auto-entrepreneur, si on met pas soi-même en place des choses, bien entendu, j'entends, de prévoyance, etc., etc. Donc bah forcément, notre revenu dépend à 100% de notre présence. C'est une sacrée responsabilité aussi, hein, ça mine de rien. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une autre voie. Il en existe plein même d'ailleurs. Vous connaissez certainement des psychologues qui aujourd'hui vivent peut-être plus de l'écriture, comme Saverio Tomasella, il me semble, un psychologue qui écrit des romans. D'autres qui vont vivre peut-être de conférences ou faire des retraites spirituelles, des ateliers de groupe, etc., etc. En fait, c'est possible. C'est possible, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien entendu. Donc, ça se réfléchit, ça s'anticipe et ça s'organise. Tout ça. Le truc, c'est que quand on est en consultation, on a tendance à souvent se répéter d'un patient à l'autre, mais avec un même patient aussi, parce que d'une séance à l'autre, le patient a pu oublier ce qu'on a pu lui expliquer. Donc, ben, forcément, on va répéter, on va réexpliquer. Ce qui est un processus tout à fait normal hein, pour l'apprentissage, mine de rien. Mais ça aussi, ça peut être épuisant, bah, de répéter tous les jours, enfin tous les jours, oui, tous les jours, toute la journée, la même chose, mine de rien. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que plutôt que de se répéter H24, on pourrait faire en sorte de mettre en place un système qui nécessite qu'on explique ça une fois et qu'après, il n'y ait plus besoin de se répéter et que le patient puisse y avoir accès à n'importe quel moment. Vous me voyez venir? Eh bien, en créant une formation, un programme en ligne, un atelier pédagogique, bref, un support qui est là constamment, qui lui permet d'avoir les bases en fait, qu'il va pouvoir regarder, réécouter encore et encore jusqu'à ce que ce soit bien intégré, jusqu'à ce que ce soit le patient se soit approprié un petit peu ces concepts-là, pour que bah, vous, déjà, vous puissiez gagner du temps, mine de rien aussi en thérapie, hein, parce que bah, faire de la psychoéducation, ça prend du temps en séance, donc ça peut faire gagner du temps aux patients et de l'argent aussi, ça veut dire qu'il viendra moins souvent, ça ne veut pas dire que vous allez en perdre, ça veut dire que vous, de votre côté, vous pouvez développer un complément de revenu avec justement ce support pédagogique à côté, que ce soit une formation, un programme. Et vous n'êtes pas obligé de le destiner à vos propres patients en cabinet, ça peut être d'élargir le champ des possibles et de le proposer à des personnes qui n'oseraient pas faire la démarche d'aller voir un thérapeute, par exemple. Donc ça, c'est tout à fait possible et c'est le modèle que j'ai moi-même choisi. Vous le savez, de mon côté, je suis spécialisée dans la perte de poids et j'ai créé
plusieurs programmes d'ailleurs, mais un gros programme qui s'appelle l'Académie Mincir Autrement, où j'apprends aux patients à s'aider eux-mêmes. Je ne veux plus être moi-même la béquille sur laquelle on s'appuie. C'est mon programme, la béquille, et moi je suis là pour accompagner, pour booster, pour répondre aux questions, etc. Bien entendu, ça veut dire que ça ne conviendra pas à tout le monde. En général, les patients qui viennent vous voir au cabinet vont peut-être pas être sensibles à ce type de programme-là. C'est pour ça que, en fait, bah, ça s'adresse à deux publics complètement différents. Et mine de rien, ceux qui ne veulent pas aller en thérapie, ou en tout cas pas tout de suite, ça peut les aider aussi à cheminer dans leur coin, tranquillement, sans avoir besoin de passer la porte d'un cabinet. Parce qu'ils sont peut-être pas prêts là maintenant, mais qu'avec votre programme, avec ces explications, cette pédagogie, ces outils que vous transmettez, eh ben justement, c'est rassurant. Ça les fait avancer et ça sera peut-être la prochaine étape d'aller consulter quelqu'un. Que ce soit vous, un confrère, une consoeur, tout dépend de la manière dont vous avez envie de repenser votre activité. Ça peut être de réduire vos consultations, de passer complètement à 100% sur un modèle bah, justement d'accompagnement différemment, en groupe, en ligne, et c'est tout à fait possible. Je sais qu'il y a plein de croyances, de résistances autour de tout ça, de mythes, parce que pendant le confinement, on a eu une explosion un petit peu de ce type de modèle-là avec les revenus passifs, etc., etc. Sauf que ça n'a rien à voir. Il y a parfois une connotation un peu négative autour de tout ça, et c'est bien dommage parce qu'on peut faire des choses vraiment extraordinaires et incroyables. Et justement, dans le prochain épisode de podcast, soit la semaine prochaine, ben, on va déconstruire ensemble une grosse croyance limitante. Celle qui est, est-ce qu'on peut vraiment aider en fait les autres sans faire de consultation? Est-ce qu'on peut vraiment aider son patient si on n'est soi-même pas là? Alors, spoiler, je vous donne déjà la réponse, oui. Et je peux vous dire que c'est souvent encore plus efficace. Mais je ne vous en dis pas plus. On en parlera la semaine prochaine, justement. Et du coup, sachez que si vous avez envie bah, de participer à la masterclass Comment exercer son métier de thérapeute sans faire de consultation, eh bien je vais en parler aussi plus en détail dans la masterclass du 12 février à midi. Il y aura un replay, donc inscrivez-vous pour recevoir aussi le replay si jamais vous n'êtes pas disponible à midi ce jour-là. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et surtout, si ça vous a parlé un petit peu, cet épisode-là, n'hésitez pas à le partager à un ou une collègue dans votre groupe WhatsApp de collègues entre vous, que vous soyez dans votre petit cabinet ou les collègues que vous avez gardés de la fac, parce que c'est important de lever le voile un petit peu sur tout ça, et que même si on n'a pas l'impression d'être en burn-out, on est peut-être du côté de la fatigue compassionnelle, ou peut-être juste qu'on a un projet bébé, un projet voyage et que ça nécessite qu'on puisse justement se dégager un petit peu de ce modèle où toute notre activité repose sur nous. Donc bah voilà, partagez tout ça. Ensemble, on va pouvoir créer quelque chose qui vous convienne vraiment. Et c'est hyper important de préserver aussi votre santé mentale. Je ne cesse de le dire constamment. Donc, eh bien écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.